Alors, l'amiante, comme vous le savez, est un minéral composé de fibres qui sont très petites, très très fines, et qui sont inférieures au micron, donc invisibles à l'œil, invisibles dans les poussières ni dans l'air. Ces fibres vont être inhalées donc par voie respiratoire, ce qui fait que les pathologies vont être essentiellement d'ordre respiratoire. Comment ça fonctionne ? Plus les fibres sont petites, plus elles vont pénétrer dans les poumons. Plus elles sont longues, moins le poumon pourra les rejeter. Donc les fibres les plus dangereuses, ça va être les fibres qui sont à la fois très fines et très longues. Comment ça fonctionne ? Ces fibres-là, quand elles rentrent, elles vont s'accumuler dans les poumons, à certains endroits, au niveau de la plèvre, au niveau des alvéoles pulmonaires. Et ceci va engendrer une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire, l'organisme se défend et il crée un mécanisme de cicatrisation qui forme une fibrose. Au niveau de la plèvre c'est une enveloppe qui entoure le poumon, qui a deux feuillets. Un feuillet qu'on appelle pariétal du côté des côtes, un feuillet viscéral du côté du poumon. Donc les fibres là vont créer des réactions de fibrose au niveau du feuillet pariétal. Ça va donner ce qu'on appelle les plaques pleurales. Ces plaques pleurales, la personne qui les attrape ne va pas le ressentir, elles sont asymptomatiques, c'est-à-dire on n'a pas de douleur, ça ne gêne pas la respiration. C'est entre guillemets un stigmate de l'exposition. Elles apparaissent au bout d'une vingtaine d'années, entre 20 et 30 ans, et elles peuvent se calcifier secondairement. Vous avez à côté de ça des plaques, de la fibrose qui peut se mettre sur l'autre feuillet, qui est le feuillet viscéral, où là ça change. Parce que là, le feuillet étant contre le poumon, la réaction inflammatoire de ce feuillet va entraîner des douleurs thoraciques, mais il peut aussi entraîner une gêne respiratoire. Là encore, le traitement il va être essentiellement symptomatique, des antidouleurs et des médicaments pour un peu mieux respirer. L'autre pathologie qui est considérée entre guillemets comme bénigne parce que ce n'est pas cancéreux, c'est les pleurésies. La pleurésie, c'est de l'apparition d'un liquide au niveau de la plèvre entre les deux feuillets. Normalement, ces deux feuillets sont collés. Là, le liquide, il apparaît entre les deux feuillets. Pourquoi ? Parce qu'il y a une irritation par rapport à ces fibres et ça crée encore une fois un système de défense qui fait que du liquide apparaît. Ce liquide, il va comprimer un petit peu le poumon, ce qui fait que douleur thoracique, gêne respiratoire, et donc il faudra soit évacuer le liquide, soit d'autres par un drainage, soit des fois ça peut partir tout seul. Mais ça peut aussi revenir par la suite. Là aussi, les délais d'apparition, c'est une trentaine d'années. Puis on arrive aux pathologies cancéreuses. Les pathologies cancéreuses, elles sont... Alors il y a de la fibrose aussi pulmonaire dans les pathologies pas cancéreuses. C'est la fameuse asbestose qui porte bien son nom et qui est liée là à l'accumulation des fibres au niveau des alvéoles pulmonaires et qui, au bout de 30 ans, entraîne là aussi une gêne respiratoire intense. Et ça vous donne le tableau des bronchiteux chroniques. Et c'est-à-dire que la personne a beaucoup de mal à respirer. Au début, c'est à l'effort. Après, c'est au repos. Donc, la personne ne peut pas monter 8 marches ou 10 marches. Il y a quelques douleurs aussi. Et là, le traitement, c'est le même traitement que chez les bronchiteux chroniques, à savoir des bronchodilatateurs, des corticoïdes et l'oxygénothérapie. Ensuite, on arrive donc aux pathologies cancéreuses. Il y a deux grosses variétés. C'est d'abord le mésothéliome. Mésothéliome, c'est caractéristique de l'amiante, pas complètement spécifique parce qu'on peut rarement le trouver dans d'autres expositions, notamment aux métaux frités, aux radiations ionisantes. Et c'est un cancer de la plèvre qui apparaît entre 30 et 40 ans, plus près des 40 ans, et qui, là aussi, c'est comme tout cancer, chirurgie, radiothérapie, chimio, etc. Et le cancer bronchopulmonaire. Alors le cancer bronchopulmonaire, on n'arrivera pas à le différencier cliniquement d'un cancer dû au tabac ou à d'autres substances cancérogènes qui donnent ce type de cancer. Par contre, pour être sûr que c'est lié à l'amiante, il faudra faire un prélèvement en fibroscopie
On va après faire une carbonisation et pour rechercher les fibres d'amiante. Là aussi, une quarantaine d'années. Alors comme vous voyez, bon, il faut quand même faire attention. Ce sont des expositions qui sont longues. On peut avoir tendance à dire oh, bah, ça ne me concerne pas parce que c'est dans 40 ans, etc. Mais non, il faut faire très attention parce que c'est entre 10, 30, 40 ans. C'est pas, après, il y a des personnes, ça va être 15 ans, il y en a d'autres, ça va être 20 ans, d'autres 40, d'autres peut-être même après. Alors ces pathologies sont reconnues au niveau des maladies professionnelles par la sécurité sociale et elles sont dans le tableau 30 et 30 bis avec la liste des travaux qui est indicative, la liste le délai d'exposition, c'est-à-dire le délai de prise en charge de la maladie entre le premier jour d'exposition et la fin de la prise en charge. Hein, en gros, c'est là aussi, c'est aussi entre 30 et 40 ans. C'est-à-dire que si vous attrapez un cancer au bout de 20 ans, tant que vous êtes dans les 30 ans, c'est bon. Après, sinon, il faut que ça passe en commission pour que ça puisse être réajusté. Et à l'heure actuelle, on incrimine encore plusieurs autres types de cancers, dont 2 sont, semble-t-il, avérés. C'est le cancer de l'ovaire chez la femme et le cancer du larynx. Il y a d'autres cancers digestifs, notamment du côlon, qu'on incrimine, mais pour l'instant, on n'a pas de preuve de cause à effet. On en saura certainement beaucoup plus d'ici 10-20 ans par rapport aux événements du 11 novembre aux États-Unis. Hein, les 2 tours elles étaient remplies d'amiante, ça a brûlé. Les fibres d'amiante avec les nuages, ça a inondé tous les quartiers environnants. Donc on s'attend à avoir une explosion de cancer d'ici une vingtaine d'années sur New York. Ça, c'est pour les pathologies. Alors, au niveau médecine du travail, qu'est-ce qu'on fait ? On assure la surveillance donc, des opérateurs amiantes. L'employeur a obligation de nous les adresser avant l'embauche pour établir un examen médical d'aptitude, au cours duquel on fait une radio pulmonaire qui est un élément je dirais médico-juridique, qui ne sert pas à grand-chose, sauf de faire une photographie qu'à ce moment-là, tout était OK. Et on fait des épreuves fonctionnelles respiratoires. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est fibrose, tout ce qui est retentissement respiratoire, ça va être détecté par ces épreuves fonctionnelles respiratoires qui vont mesurer le débit d'expiration, la capacité vitale, volume courant, etc. Ensuite, l'employeur a obligation de nous adresser les fiches d'exposition. Ces fiches d'exposition sont intégrées au dossier médical des opérateurs. Et nous voyons naturellement les opérateurs au minimum tous les 2 ans. On peut les voir tous les ans. Moi, il y a certains SS3 ici que je vois tous les ans. Mais c'est ma décision à moi, hein, c'est libre au médecin du travail de juger de la fréquence de ces visites, mais il y a un minimum de tous les 2 ans. Et par la suite, il y a des visites de cessation d'activité, c'est-à-dire quand le salarié quitte l'entreprise, soit parce qu'il part à la retraite, parce qu'il change de métier, on lui fournit, l'employeur a obligation de lui remettre des fiches d'exposition. En 2012, c'était une attestation de suivi. On continue de faire des attestations de suivi parce que c'est plus pratique que de partir avec une centaine de fiches d'exposition. Et lors de cette visite de cessation d'activité, le médecin du travail précise le suivi post-exposition. Comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure et que je vous l'ai dit, les cancers apparaissent au bout de 30 à 40 ans. Entre 10 et 30 ans, mais vraiment plus autour de 30-40 ans. Donc souvent le salarié, soit il est à la retraite, soit il a changé de boîte et il peut perdre. Donc il a un suivi post-exposition qui va définir la fréquence des examens. Les autres examens, ça va être toujours des épreuves fonctionnelles respiratoires, mais aussi des scanners pulmonaires. Si la personne, là aussi la fréquence va changer si la personne fume ou ne fume pas. Un sujet qui fume a 10 fois plus de chances de faire un cancer du poumon bronchopulmonaire qu'un sujet non-fumeur. Un opérateur amiante a 5 fois plus de chances de faire un cancer qu'une autre personne qui n'est pas exposée. Un opérateur amiante qui fume, c'est 50 fois plus de chances. Ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Donc vous voyez, le risque, là aussi, il y a une sensibilisation et au tabac et surtout à la protection aussi contre tous les agents cancérogènes, que ce soit l'amiante ou les autres.
Voilà, donc après... Pardon? Oui, si vous voulez, oui, oui. Alors naturellement, oui, oui, tout à fait. Alors naturellement, lors de la classification de l'employeur doit déclarer son opérateur en surveillance individuelle renforcée. C'est-à-dire, c'était les anciennes SMR, surveillance médicale renforcée. Et ça, c'est la charge de l'employeur. C'est lui qui doit le faire. Le médecin, après, quand il le reçoit, il y a catégorie employeur, décision médicale. C'est-à-dire, parce qu'il y a des employeurs qui mettent tout le monde en cire, alors que ce n'est pas des cires, notamment les boîtes d'intérim, et d'autres, non. Donc là, vous avez ça, et ils rentrent justement dans cette surveillance cire, qui est définie, là encore une fois, qui est laissée à l'appréciation. Dans le Code du travail, vous avez juste la radio pulmonaire et les EFR. Maintenant, les médecins n'étaient pas d'accord avec la radio pulmonaire parce qu'elle ne sert à rien. Donc on fait, comme je vous l'ai dit, une photo de départ, de dire, voilà, on a un poumon qui apparaît sain, et que derrière, on va faire des scanners. Le premier scanner, normalement, on le fait après 20 ans. Moi, je l'ai fait un peu plus tôt chez les fumeurs, parce qu'on sait que c'est un double risque. En suivi post-exposition, pareil, c'est 20 ans. Après, pour les sujets qui sont exposés à l'amiante, il y a des procédures de cessation d'activité anticipée, c'est-à-dire à partir de 50 ans, il peut partir, notamment s'il a une maladie professionnelle. C'est les fameuses ATA. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de cumul de paiement. C'est-à-dire que s'il est pris en charge au titre des maladies professionnelles, il ne sera pas pris en charge au titre de la cessation d'activité. Et pour les victimes de l'amiante, qu'elles soient professionnelles ou publiques, il y a le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui prend en charge aussi. La cire, alors, la cire, c'est... Mais ça ne change rien. Je veux dire, au niveau de la sécurité de la prise en charge, après, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas été déclarée en cire que la reconnaissance amiante ne sera pas faite. C'est simplement, c'est une obligation dans le Code du travail. On dit, voilà, vous avez une liste de travaux qui expose à des dangers particuliers que vous êtes tenu de déclarer en cire. Après, dans cette liste-là, il y a l'opportunité que l'employeur peut déclarer qu'il veut en cire. On lui laisse l'opportunité de décider, mais il faut qu'il prouve que le risque qu'il donne représente vraiment un risque. Oui, c'est général, si vous voulez. S'il y a des questions, je vous y réponds avec plaisir. Bonjour. Par rapport aux maladies que vous expliquez à l'exposition à l'amiante, est-ce que le danger est plus sur une exposition chronique ou sur une exposition aiguë? Alors, de toute façon, plus votre exposition, l'empoussièrement va être élevé, plus vous êtes exposé à un empoussièrement élevé et que votre durée d'exposition est élevée, plus vous avez de chances de faire une pathologie grave. Donc, pour répondre à votre question, si vous avez... je pense notamment aux fameux habitants de New York, où il y aura une exposition massive, mais relativement brève. Non, parce que normalement on est sur des 8 heures d'exposition, là ils l'ont quand même eu pendant quelques jours. Et donc effectivement, ils ont un risque qui est beaucoup plus élevé qu'on peut rencontrer en risque professionnel. Par exemple, les médecins ont créé une veille sanitaire sur New York et tout le monde est assez attentif. Non seulement, même si les conditions ne sont pas les mêmes qu'une exposition professionnelle, on sait que ça va permettre de rattacher un certain nombre de cancers quand même à l'amiante. Même, on sait que dans ces bâtiments, il y a aussi des produits chimiques. Là aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais dans l'amiante, dans les dalles, par exemple, dans certains enduits, vous avez un mélange de produits qui va encore potentialiser l'effet cancérogène. C'est pas, déjà l'amiante en elle-même, c'est mais si vous rajoutez certains produits chimiques en plus, l'effet va être encore plus important. Donc ce qui est important, c'est vraiment de veiller à ce que les opérateurs, surtout en SS4, en SS3, en général,
c'est carré, il y a les SAS, bon, le problème du SS3, c'est plus la pénibilité. Après, je ne parle pas, bon, si les règles sont bien respectées, c'est vraiment la pénibilité, parce que mettre une combinaison comme ça, à travailler à 30 degrés ou à 35, ça entraîne une charge en coup cardiaque qui est assez énorme. Donc, nous, on veille aussi, pas seulement sur les risques amiantes, notamment en SS3, moi je veille aussi que ces gens ont un cardiovasculaire qui tienne la route. Donc s'il y a quelqu'un qui a une tension qui ne soigne pas ou un diabétique qui se soigne mal, on ne va pas le mettre apte. On va lui intimer de se soigner pour pouvoir qu'il travaille dans des conditions de sécurité. Parce que si vous avez un accident sur le chantier, un SS3, il faut prévoir l'évacuation. Donc vous imaginez, le SAMU ne va pas arriver et rentrer comme ça dedans. Donc ça veut dire qu'il faut déplacer la personne dans le SAS, décontaminer, il faut donner une combinaison au médecin pour qu'il puisse aussi rentrer, etc. Donc c'est tout ça, il faut y penser. Et donc pour nous, ça veut aussi dire que la personne qui est un peu négligente avec des pathologies métaboliques ou cardiovasculaires, non, on ne va pas être d'accord. Mais on va lui expliquer systématiquement. Moi, sur les personnes que je reçois, je les sensibilise au risque. Aussi bien le risque amiante, on leur explique que c'est pas parce que c'est dans 40 ans que vous risquez quelque chose qu'il ne faut pas se protéger. Parce qu'on peut dire, oh attendez, j'ai 40 ans, 80 ans. Oui, mais bon, il y en a d'autres qui ont 20 ans, 40 ans, 60 ans. Actuellement, 60 ans, on fait encore beaucoup de choses. Hein. On sera même encore obligé de travailler. Donc, c'est une culture qu'il faut. Il faut une culture de prévention du risque, qu'il soit amiante, qu'il soit autre. Il faut vraiment que ça rentre dans une culture pour qu'on arrive à faire diminuer un peu ces taux. On voit par exemple les courbes, si on regarde les courbes de pathologie, les maladies professionnelles liées à l'amiante, elles montent comme ça, elles sont en train de rebaisser. Si on fait la même courbe sur les cancers professionnels liés à l'amiante, en gros 1400, la courbe est stable. Pourquoi ? C'est le fameux délai des 30-40 ans qui fait que avant que ça redescende, donc maintenant, si on veut la faire baisser, c'est la prévention qu'on met en place maintenant. Sinon, elle restera toujours en hauteur. Merci.